organisatrice de promotion. Au programme, le 27 juillet à 14h30, finale du concours d'hypète française. Au patronage de son excellence, Monsieur le Président du Congrès de la Transition, Monsieur le Vice-Premier ministre chargé de l'économie et de l'industrie, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. À 14h30, finale du concours d'hypète française. Le 28 juillet 8h30, la cérémonie officielle de remise du diplôme. À 21h, la soirée économique à l'espace ELCIBA, animé par l'orchestre H3 et DJ Au patronage de son excellence, Monsieur le Président du Congrès de la Transition, Monsieur le Vice-Premier ministre chargé de l'économie et de l'industrie, Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Nous allons bientôt commencer la grande finale du tournoi de départ étudiants, donc économistes. Donc, pour commencer, j'invite le chef du département pour commencer un discours de bienvenue, l'intention du public et des invités. Alors, cela, c'est une gâche pour dire que ça. Ny fialantsiny dia fanomezam-boninahitra satria teny memoan'ny fotra rehetra aho ka avy dia kapoha adiny momba mikirija vola izy tia dia ny voamaso ny pitsiry ny voalohany teny aloha dia misaotra an'izay nahary an'izao tontolo izao tsika nanome an'izao fotoana izao faharoa dia faly miarabantsika rehetra tonga manatrika ny izao fotoana izao ny azo lazaina dia ny hoe zavatra vaovao teo amin'ny fomba nankalazana ny fivoahany amlia izay nahazo mampahaizana ty zavatra ity ary nino aho fa ho atao fomba mampanao ary ho alainy sasany tahaka izy tia zay mahazava-dehibe azy tsy hay ny tsy saotra ny rehetra zay tonga ary soana manokana ireo avantsika avy anyvelany izay nanana ny finiavana naiky tsara an'izao fifaninanana avy hevitra lehibe anasehoan'ireo mpianatra ao amin'ny tokarena ny fahaizamanao ny fahaizany ary ny hitondran'ny mpianatra ao amin'ny aratokarena eto amin'ny anjerimanontolo ny lalàna ny tokarena ny fitantanana ary ny fiarahamonina fitondrana avo ny fanevan'ny fiofanana ao amin'ny tokarena misaotra tokolay misaotra tompoko vady. Pour nos invités qui ne comprennent pas bien sûr notre langue maternelle, je suis obligé quand même de parler en français pour quelques mots. D'abord, selon le système de valeurs malgache, celui, même si c'est un petit, très âgé et ayant des cheveux blancs, qui a le monopole de la prise de parole en premier lieu. Malheureusement, étant jeune, costaud, avec des cheveux verts, je suis obligé de prendre la parole en tant que gardien et conducteur du département économique. C'est pour ça à dire tout simplement que le département
département ne peut pas remercier les membres de l'assistance aujourd'hui. Et le département adresse plus particulièrement les remerciements aux membres du jury qui ont pris la responsabilité d'arbitrer ce match des titans étudiants dans le cadre de ce débat. Et vous avez bien sûr cette responsabilité d'apprécier le meilleur parmi eux. Donc, les remerciements aussi à l'endroit de tous les membres de l'assistance. À ne plus attendre, donc, je déclare ouverte cette cérémonie qui est une grande première dans l'histoire des célébrations de la sortie de promotion. J'espère bien sûr que les étudiants iront montrer et manifester dans le cadre de ce débat leur qualité, leur savoir et l'étoffe d'être un étudiant d'économie qui mérite bien le nom de Derry, le nom de la promotion Derry en tant que jeune responsable étudiant, responsable et interne. Je vous remercie tout le monde. Donc avant donc, de commencer la grande finale proprement dite, j'aimerais donc vous expliquer un peu donc, comment se déroulera le débat, les règles, et je vais vous présenter les membres du jury ainsi que les participants. Vous avez des micros et tout. Donc, il y a donc 3 phases dans le débat. Il y a ce qu'on appelle la phase des discours constructifs. Donc, pendant cette phase, les débatteurs construisent leurs arguments tout en réfutant donc les arguments du camp adverse. Et il y a la deuxième phase, c'est-à-dire la phase d'argumentation décisive, et enfin les discours finaux. Voilà. Donc voici donc ce qui se passe dans la phase 1. La phase 1 donc se subdivise elle-même en 2 phases, c'est-à-dire la phase des discours d'ouverture et la phase d'attaque et de contre-attaque. Donc dans la phase des discours d'ouverture, l'équipe pour essayer donc d'exposer leur thèse avec donc l'évaluation des arguments clés. Ok. L'équipe contre donc fait pareil. Donc ça dure donc à peu près 4 minutes donc pour chaque équipe. Et après, il y a la phase d'attaque, de contre-attaque, c'est-à-dire il appartient donc à l'équipe contre de critiquer les arguments clés donc exposés par l'équipe pour. Donc il faut donc mettre en relief quelles sont les faiblesses de ces arguments-là. Donc ils peuvent le faire sous forme de questions ou bien sous forme de critique directe. Et après, c'est l'équipe pour donc qui va répondre aux critiques. Ça dure à peu près 3 minutes. Et à son tour, l'équipe pour critique également les arguments clés de l'équipe contre, et puis après donc l'équipe contre va répondre à ces attaques. Donc ce sont donc la phase d'attaque contre-attaque. Donc pendant donc, les discours constructifs, chaque équipe essaie de construire leurs arguments pour aller dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase des argumentations décisives.
suivant. Donc, cette phase, donc, c'est la phase cruciale. C'est-à-dire, pendant cette phase, chaque équipe fait la défense de leur position en fonction donc, des arguments clés émis et en fonction des critiques et des contre-attaques faites par l'équipe adverse. Ça dure donc à peu près 5 minutes pour chaque équipe. Et après, il y a les discussions finales au cas où l'une de l'autre équipe a encore donc, quelque chose à ajouter. Il y a ce qu'on appelle le point d'information. Le point d'information est une sorte de demande de prise de parole par l'autre équipe qui ne prend pas la parole. C'est-à-dire, ils peuvent donc demander de poser une question, mais l'équipe qui est en train de prendre la parole a le droit d'accepter ou de refuser donc le point d'information. Donc s'il accepte le point d'information, ça va durer seulement 15 secondes, c'est-à-dire le temps de poser une ou deux questions. Et le point d'information est seulement permis pendant la première phase, c'est-à-dire la phase de discours constructif. Donc ça, qui concerne donc les débats. Donc, chaque équipe n'a pas le droit de dépasser donc, le temps imparti. Et je suis là donc, pour veiller donc, à ce temps-là. Maintenant, je vais les règles. Donc le point d'information, j'ai dit là, il y a aussi le respect du temps imparti et pas d'émotion incontrôlée. C'est-à-dire, même si vous êtes très enthousiaste, il faut donc limiter les émotions. Okay? Et aussi pour le public, vous êtes donc prié de garder le silence total pendant le discours, mais si quelque prestation donc, vous a plu, vous pouvez donc l'exprimer par des applaudissements, mais pendant un temps très bref, maximum 3 secondes. Et après, je vais faire rien. Et maintenant, je vais vous donc vous présenter donc, les participants. Donc l'équipe A, donc, il y a 4 étudiants. Monsieur Irlande, Monsieur Armadiou, il est quatrième année donc dans l'option de modélisation. Monsieur Armadiou Thierry, promotion Thierry, option développement. Et mademoiselle Andrea Blattas Miari, option développement. Donc c'est l'équipe A. L'équipe B donc est composée de M. Zhao, Irasmoui, macroéconomie modélisation, et c'est bon. Monsieur Abetcher Nakudamar, Diana Francis, mais Monsieur Raputa Soulaïko, macroéconomie modélisation, et mademoiselle Mepson Joël, macroéconomie modélisation. Donc, nous sommes donc les participants à cette grande salle de débat. Le thème, donc, c'est l'investissement en direct étranger, Oasis ou Mirage. Donc, Oasis, donc, pour Mirage, donc, pour ceux qui sont contents. Donc, le thème donc, a été distribué donc, déjà aux étudiants, mais ici, on va décider donc par pile ou face qui va défendre la position pour et qui va défendre la position
contre, mais on va le faire après. Mais permettez-moi de vous présenter d'abord les membres du jury. Il y a Madame Laurence Conservette, représentante présidente de l'OLIDI. Elle est là. Madame Boudra Torloul, directeur général du CREAM. Monsieur Raphaël Manassou Gérard, secrétaire général de l'UXTAT. Professeur Raphaël Mananamami, maître de conférence dans l'université, et le docteur Fabien Nassou, Rabarman Guinémazat, maître de conférence dans le département économique. Donc ça a trop duré, donc je vais donc finir ma part. Donc on va donc procéder au pile ou face avec une pièce de monnaie. Donc il va... Passe, hein? Ok. Pile pour face contre OK. L'équipe A donc sera l'équipe pour et l'équipe B donc c'est l'équipe contre. Donc maintenant vous devez les tirer. Maintenant, c'est l'équipe pour donc de prendre en premier la parole, de faire le discours qui vaut d'ouverture. Honorable membre du jury, honorable assistance, honorable chers collègues de la promotion d'hier, chers collègues de l'équipe adverse, bonjour. Notre thème d'aujourd'hui se porte sur l'investissement direct étranger. Voici l'ouvrage. L'investissement direct étranger contribue-t-il à notre développement ou ce n'est qu'un travail sur papier? Pour pouvoir y répondre, notre équipe se tient à faire en première partie une survol du contexte où nous vivons. Sur le plan international, nous sommes dans une mondialisation de l'économie où avoir une place dans l'économie mondiale, dans le marché, dans le commerce international, garantit alors une croissance économique et voire un développement économique. Sur le plan national, Madagascar est un pays sous-développé. Il accuse une balance commerciale déficitaire dominée par une importation en biens de consommation. Ce dernier est d'ailleurs une conséquence de l'incapacité du pays à produire faute de capital. Ce manque de capital est un des principaux facteurs de sous-emploi à Madagascar. Ce fait nous montre que Madagascar a besoin de capital pour pouvoir se développer et nous pousse pour adapter, prôner comme alternative l'adaptation de l'investissement direct étranger pour une meilleure insertion internationale. En premier lieu, pour pouvoir soutenir notre cause, nous avons trois motifs principaux. L'investissement direct étranger est un facteur de croissance. L'investissement direct étranger permet de créer de l'emploi. L'investissement direct étranger engendre des transferts de technologie. Si le PIB se définit comme la somme des revenus distribués au cours d'une période,
Keynes disait que c'est l'investissement qui joue le rôle moteur dans la formation du revenu national, ainsi permet d'atteindre une croissance économique. Ceci est d'ailleurs justifié sur le fait que depuis 2004, marqué par la venue massive des investissements directs étrangers, Madagascar accusait une croissance économique de presque de 2 chiffres. En second lieu, nous allons voir l'IDE permet de créer de l'emploi. L'IDE fait travailler 65 000 emplois à Madagascar. Ces créations d'emplois permettent de structurer l'emploi à Madagascar, de transférer les main-d'œuvre du secteur agricole vers un secteur moderne, plus rémunéré. L'acceptation des IDE permet aussi d'exploiter notre avantage comparatif et d'amener les entreprises locales vers une activité plus rentable et à abandonner la production des produits qui ne lui sont pas rentables. Nombreux pays, comme Thaïlande, le Japon et notamment la Chine, se sont développés par le transfert de technologie. Qui de nous n'a pas de produits sous licence ou de produits, pour ne pas dire de contrefaçon chinois? Ce sont des fruits du transfert de technologie. Donc, le temps est écoulé, donc il n'arrive pas, ça ne se divise pas, mais ça va encore rattraper après, durant la deuxième phase. Maintenant, c'est au tour donc de l'équipe contre de faire donc sa motion à propos donc de l'IDE. Je vous remercie, monsieur, de m'avoir accordé la parole. Chers membres du jury, permettez-moi d'avancer quelques arguments qui nous mettent en position au fait que les IDE sont défavorables à notre pays et aux pays en voie de développement. Tout d'abord, nous sommes réticents face à l'implantation des firmes multinationales dans les pays d'accueil, parce que dans le cadre théorique, comme disait un auteur Salz dans un ouvrage intitulé The Negative Correlation Between Foreign Direct Investment and Economic Growth, paru en 1992, les IDE affirment un effet paradoxal par rapport à la croissance économique, parce que les IDE font réduire le taux de croissance économique dans le pays d'accueil, bien sûr. Ensuite, nous sommes réticents parce que les IDE présentent des effets néfastes sur l'environnement. Nous ne sommes pas étonnés parce que dans le cadre des investissements directs étrangers présents ici à Madagascar, on a pu recenser jusqu'à 7 159,8 milliards d'ARIA, soit 3,4 milliards de dollars américains de IDE orientés vers le branche d'activité extractive. Ce sont des données de la Banque centrale également, bien sûr. Cela risque certainement d'épuiser nos ressources naturelles. Donc, à cause de ces exploitations, je dirais même surexploitation de nos richesses, on arrivera bien sûr à un épuisement de nos ressources et la dégradation de l'écosystème qui va porter atteinte à la politique du développement durable que chaque pays maintenant préconise. Et on va finir par aboutir à un problème majeur des générations futures. Troisièmement, un impact encore négatif que les IDE présentent. Il y a ce qu'on appelle la réduction des recettes fiscales que l'État peut percevoir. D'abord, il faut que ça soit clair. Qu'au Madagascar, 50% des ressources de l'État en matière de la fiscalité proviennent de recettes douanières. Alors que les entreprises franches à Madagascar, je précise, ont des avantages sur le régime d'allègement fiscal, donc au niveau de l'importation,
Ils ne sont pas taxés. Et cette perte de ressources fiscales-là va certainement induire l'État à un déficit budgétaire, d'où endettement vers l'extérieur. J'enchaîne encore en disant que les IDE sont des mirages pour le pays, en disant que les IDE entraînent un effet d'éviction, parce que l'arrivée massive des IDE, avec la dotation de capital financier suffisant, avec le progrès technique qu'ils apportent, cela va nuire les entreprises locales et les investissements domestiques. Donc, bref, les IDE sont des obstacles qui freinent la croissance économique du pays hôte et la majorité, la plupart des pays de l'Afrique subsaharienne sont victimes des IDE. Tout cela nous met à dire que les IDE ne sont que de mirages pour le pays. Je vous remercie. Ok, merci beaucoup. Donc c'est la première phrase. Donc, chaque équipe donc, vient de présenter les arguments clés pour défendre leur position, s'ils sont pour ou contre donc, les IDE. Maintenant, on va dans la phase de contre-attaque et d'attaque, et c'est au tour donc de l'équipe contre de critiquer et d'attaquer les arguments de l'équipe pour. Donc l'équipe contre donc, a 2 minutes donc, pour faire les attaques. Et après donc, on va donner quelques temps aux équipes pour se préparer avant donc, de répondre à cette attaque-là. Donc maintenant, je donne la parole à l'équipe contre pour faire les attaques pendant 2 minutes. Tout à l'heure, on a entendu transfert de technologie, mais actuellement, aucune entreprise malgache n'utilise le corps de technologie avancée. Donc, pourquoi les IDE partageraient-ils leur technologie? Car c'est leur avantage. Deuxièmement, ce qu'ils cherchent, c'est de la main-d'œuvre abondante et bon marché. De quelle manière ce chômage déguisé permet-il de lutter contre le chômage? C'est ça notre critique. Donc, il n'a pas vraiment consommé donc, tout le temps, hein. Donc il avait tellement 34 secondes pour faire les grandes attaques. Donc maintenant, nous allons donc donner 2 minutes à l'équipe pour se préparer avant de répondre donc, à ces critiques, ces questions donc, posées par l'équipe contre. Donc on va leur donner 2 minutes. Donc il y a quelques musiques. Ça va. Le temps est écoulé, donc prenez place donc, pour répondre aux critiques. Donc elle aura donc 3 minutes maximum pour répondre à ces deux actes. Je vous remercie alors de m'avoir donné la parole. Ils ont dit qu'à Madagascar, il n'y a pas d'utilisation de technologies avancées, que les entreprises malgaches n'utilisent pas encore cette technologie avancée. Et pourtant, dans ces entreprises, on utilise les backbones. Ces backbones-là ne sont-ils pas des technologies avancées alors pour vous? Pas d'informations, s'il vous plaît. Et Madagascar est le plus habile en matière de confection à cause de ces transferts de technologie. Pas d'informations, s'il vous plaît. Non, c'est Et
il y a un transfert des main-d'œuvre venant des paysans de l'agriculture, passant dans les travaux manufacturés, par exemple dans le textile. Le salaire est de 45 dollars en moyenne pour les paysans, alors qu'il est de 60 dollars dans les entreprises textiles. Ce qui fait qu'il y a une augmentation, de salaire et de ces emplois. En plus, il y a eu 3300 emplois créés par le QMM. Donc, ces IDE créent des emplois. Ce sont des faits. Ce sont des chiffres de l'INSTAT et aussi de la Banque centrale. Et ainsi, je passe la parole à mon collègue. Ok. Donc, c'est 2 minutes 30 secondes. Merci beaucoup, mademoiselle. Donc, maintenant, c'est le tour donc de l'équipe pour de faire des attaques. Ok, on vous donne 10 minutes pour se préparer. Donc, vous avez 10 minutes pour faire des attaques. Avez-vous fait des analyses coût-avantage pour justifier qu'il vaut mieux pour nous de préserver l'environnement et être passif que d'explorer toute notre potentialité et se développer, même pollueurs comme les États-Unis et la Chine. En second lieu, qui de nous dans la salle connaît ça? Personne. Pourtant, Keynes, il disait que la croissance, que l'emploi est lié à la croissance et que la croissance est le fruit de l'investissement. En tant qu'investissement direct étranger, l'investissement direct étranger contribue alors à la croissance économique, ce qui falsifie la théorie de votre sas. On a Donc, c'est juste donc une question. Donc, on donne à l'équipe une minute pour se préparer avant de prendre la technique. Donc, prenez place. Vous allez au maximum 3 minutes pour répondre à la question. Merci de m'avoir cédé la parole. Encore une illusion totale. Qui paiera le coût du protocole d'accord en termes de développement durable par la promotion de l'économie verte, Rio plus 10 de 2012? On a déjà signé un protocole d'accord de 52 millions de dollars en termes de promouvoir l'économie verte. Pourtant, le stock d'idées à Madagascar constitue jusqu'à 32% comme les chéris de l'UQMM. Donc, à qui revient le coût? Le coût revient toujours au prix d'accueil. En deuxième lieu, le développement durable, qui est déjà un enjeu majeur à l'heure actuelle, doit être pris en compte pour ne pas parler que seulement de la croissance, car jusqu'à quel borne on peut promouvoir ce développement, c'est le fait de promouvoir à partir de cette génération
qui va dans l'espoir au développement durable du pays d'accueil comme Madagascar. En deuxième lieu, concernant le coût et avantage, qui paiera le coût jusqu'ici d'après le Banque mondiale, nous avons enregistré que le recette venant de services qui a été effectué sur Madagascar vaut moins que le paiement de ce service-là. Par exemple, en 2003, il y a 66,7 millions de DTS contre de 11,6 millions de DTS pour le recette Madagascar. Donc il y a le déficit de notre recette en termes de services rendus dans ce pays, ce qui signifie l'absorption de main-d'œuvre ici à Madagascar n'est pas encore effective. Il y a toujours l'importation de la main-d'œuvre qui est encore qualifiée de la part du reste du monde. Je vous le remercie. Donc la première phase, c'est-à-dire la phase de discours constructif est terminée. Donc avant d'entrer dans la deuxième phase, c'est-à-dire la phase d'argumentation décisive, on va donner donc 2 minutes à chaque équipe donc, pour se préparer. Donc on va attendre encore 2 minutes donc, pour qu'ils puissent donc formuler leur position donc, de défense de leur position. Sans motion de défense donc durant cette phase décisive. Donc vous aurez 5 minutes. Merci beaucoup. Chers messieurs, de nous avoir donné la parole. En fait, il n'est plus indéniable qu'un pays se développe par l'industrialisation. Donc, si un pays comme Madagascar, qui est un pays à faible épargne, n'a pas le moyen de s'industrialiser, il est sûr que les investissements directs étrangers est nécessaire pour entamer cette phase d'industrialisation. En plus, ces investissements étrangers, comme nous avons dit tout à l'heure, ont des effets positifs sur l'économie qui l'accueille. En premier lieu, ils engendrent la croissance économique du pays qui l'accueille. En fait, nous connaissons tous Adam Smith, c'est le père de l'économie. Il a dit qu'il insiste pour la nécessité d'accumuler des stocks des biens d'équipement pour pouvoir bénéficier d'une élévation d'un revenu par tête. C'est pas moi qui a dit ça, c'est Adam Smith. En deuxième lieu, il permet la création d'emplois. La création d'emplois donc permet ensuite l'amélioration du pouvoir d'achat de la population. Et à Madagascar, avec l'arrivée des investissements, nous avons constaté une élévation des emplois jusqu'à 65 612 emplois. C'est beaucoup, non? En troisième lieu, nous avons dit aussi qu'il provoque un transfert de technologie. La preuve, dans une société de textile à Madagascar, la productivité de la main-d'œuvre est la même que la productivité des entreprises multinationales, selon les chiffres de documents de l'adresse. Et cela, c'est grâce au transfert de technologie. Donc, le transfert de technologie a permis d'accroître la productivité dans le secteur textile. Ensuite, vous avez dit que la théorie de Sams a dit qu'il y a une diminution de la croissance, alors que nous avons pu constater qu'en Madagascar, avec l'arrivée des investisseurs étrangers, nous avons passé d'une croissance de 2% avant que ces idiots-là sont arrivés à Madagascar, jusqu'à arriver à une croissance de 2 chiffres à partir de 2007.
Et comme mon collègue a dit tout à l'heure, Adam Smith insiste aussi sur la nécessité d'accumuler des stocks des biens d'équipement, parce que c'est un facteur de croissance. Et de dire que le VDE n'est pas un facteur de croissance, c'est plutôt une erreur. Et vous avez dit aussi qu'il y aura dégradation de l'environnement, alors qu'en fait, l'arrivée des nouvelles technologies dans le pays hôte aura une conséquence positive parce que nous pouvons utiliser des technologies un peu plus propres pour pouvoir lutter contre les dégradations de l'environnement que ces IDE-là auront comme conséquence de la dégradation de l'environnement, vous avez dit tout à l'heure. À propos de la recette fiscale, ne savez-vous pas que la société tabac d'huile fait entrer 30 millions d'arrières d'impôts par an? Alors que sans ces IDE-là, il n'y aura pas ça. Donc, ils permettent à nous de booster notre budget. Et à propos de l'effet d'éviction, en fait, ne voyez-vous pas que c'est un moyen, c'est une opportunité pour le pays de diversifier sa production. En effet, les producteurs, les entrepreneurs locaux vont entreprendre dans d'autres secteurs de l'économie. Les entrepreneurs qui ont été éliminés de la concurrence donc, vont entreprendre dans d'autres secteurs de l'économie qui soient plus bénéfiques, Donc, c'est l'argument précisément de l'équipe pour maintenant. Donc, j'invite l'équipe contre exposer donc à notre défense. Vous avez également 5 minutes. Merci. D'après notre position est déjà claire, malgré l'illusion de certains parmi nous. En fait, la rentrée fiscale ne dit rien parce que l'endettement de Madagascar ne cesse de croître. Ici même, en 2007, de 2003 à 2007, on a pu enregistrer que l'endettement de Madagascar ne cesse de s'agrandir jusqu'à 7,9 millions de dollars, d'après le FMI. Et cette recette fiscale-là, est-ce qu'elle compensera la ressource fiscale de l'État qui est toujours en baisse suite aux allègements fiscaux attribués aux IDE? Les IDE est un pire mirage parce que la corrélation négative est tout à fait constatée. À Madagascar, par exemple, moins de 1% la contribution des IDE dans le PIB. Et qu'est-ce que ça dit? Ça ne dit rien. En deuxième lieu, la réussite des IDE dans le pays, autre comme le pays émergent, la Chine et l'Inde, pourrait être expliquée par les autres facteurs, mais non pas simplement les IDE, que nous n'avons pas évoqué comme un seul facteur principal. En deuxième lieu, l'absorption de la main-d'œuvre locale est tout à fait aussi une pure illusion, parce que d'après les statistiques publiées par l'INSTAT par exemple, sur 30% des emplois promus par le secteur secondaire, il n'y a que 9% seulement donnés par les entreprises en franche, qui sont IDE. Ce qui confirme les statistiques publiées par l'INSTAT même, que le balance des paiements de Madagascar
partir de 2003 jusqu'à 2007, malgré la croissance économique jusqu'ici, ce qui est tout à fait étonnant, rendre encore plus croissant l'endettement de Madagascar. Et pourquoi ça? Parce que l'amélioration du niveau de vie de la population n'est pas du tout prouvée au sein de ces idées-là. À partir de cela, on peut constater que les arrivées des idées dans les pays en développement comme Madagascar fait naître une lame à double tranchant, parce que à la fois il fait baisser le recette fiscal de l'État et en même temps l'économie nationale devient dominée par les capitaux étrangers qui vont se répatrier du jour au lendemain, comme le cas de Madagascar depuis 2000. La perte de la dépendance, la perte de souveraineté nationale était constatée malgré la forme plus politique, mais la forme est bientôt économique, parce que notre économie est bel et bien dominée par le secteur et par les investisseurs étrangers qui rendent l'économie éminemment fragile, comme nous vivons à l'heure actuelle. C'est déjà la preuve concrète. C'est suite à l'arrivée des idées ici à Madagascar. Donc, en ce qui concerne cette question, donc pour nous, les IDE n'arrivent pas toujours à combler la croissance économique comme telle, comme si nous voyons par exemple l'échec des IDE au Cambodge, ou à Haïti, le pays de l'Amérique latine. Donc il faut expliquer par d'autres facteurs, mais non pas seulement les IDE. Je vous remercie. Donc, cette équipe a présenté les argumentations décisives. Maintenant, il y a la troisième phase, la phase du final. Donc, ça va durer seulement 2 minutes pour chaque équipe. C'est-à-dire que si l'équipe contre, l'équipe pour a encore quelque chose à ajouter par rapport à leur question de la deuxième phase, on va leur donner donc 2 minutes pour le faire. Ok? Donc vous allez mettre ça. Je vous remercie de m'avoir passé la parole. Je voudrais insister sur 2 points que l'équipe contre a évoqué tout à l'heure. Ça vous a étonné la croissance économique que Madagascar a eue depuis 2004? Eh bien, ce sont en grande partie le fait d'entrer des IDE. Il est donc irréfutable que les IDE entraînent une croissance. Ensuite, pensez-vous que ce sont les IDE qui sont les causes de l'endettement des pays hôtes? Je vous pose la question dans la salle, pensez-vous vraiment que ce sont les IDE qui ont causé cet endettement des pays comme l'endettement de Madagascar? Nous ne croyons pas cela parce qu'il y a d'autres facteurs, par exemple la politique effectuée par le pays même qui entraîne ces endettements et non pas les IDE. Il est facile de mettre tous les problèmes du pays dans le dos des IDE, alors que le fait est là. Les IDE apportent une source de création d'emplois pour les habitants des pays hôtes. Il y a aussi les apports en capital qu'ils fait, puisque les capitaux que les IDE apportent sont source d'investissement. Et en tant qu'économiste, on le sait tous, il n'y aura pas de croissance sans investissement, et il n'y aura pas de développement sans investissement. Donc, pour dire, les IDE sont une occasion à saisir pour vraiment arriver au développement. Merci.
maintenant, donc, c'est au tour de l'équipe contre de faire son discours final pour finir en beauté Merci de m'avoir donné la parole. En effet, les IDE constituent un frein à la croissance et au développement du pays. Tout d'abord, on a pu constater qu'il existe une corrélation négative entre les IDE et les recettes fiscales, notamment dû au fait que les IDE bénéficient d'un allègement fiscal et aussi de la franchise douanière, ce qui affecte beaucoup les recettes fiscales et entraîne un déficit budgétaire. Ceci crée un endettement politique et économique et une dépendance tant politique qu'économique, vu qu'on perd le contrôle sur le secteur politique ou économique et se traduit par la suite par une perte de souveraineté, car les États doivent s'ajuster pour recevoir les IDE. Ensuite, il y a aussi le déséquilibre sectoriel qu'engendre les IDE, car les entreprises orientées vers l'exportation augmentent et les entreprises qui se tournent vers la demande locale sont délaissées. Et parfois même, ils ferment, ce qui cause une énorme perte d'emploi. Ainsi, les entreprises locales vont se tourner vers le secteur d'exportation, vu les externalités positives apportées par les IDE, et l'offre se trouve ensuite compressée, entraînant ainsi un déficit de la balance de paiement. Et dû à ce déficit, on a besoin d'avoir recours aux endettements par la FMI. Ensuite, les IDE engendrent des conséquences néfastes sur le plan environnemental, notamment pour le secteur minier qui utilise des technologies non propres, entraînant un épuisement de ressources naturelles et une dégradation de l'écosystème qui porte atteinte au développement durable du pays en termes d'économie verte. On comprend votre favoritisme par rapport aux IDE, mais soyons réalistes. Ne faudrait-il pas promouvoir les investissements locaux pour une politique bien cadrée? Le débat est donc clos. Très bien. Cérémonie parentale, cérémonie familiale, diplôme et réalisation pour programme B. Mais ils ont eu un de la gère et la théorie de la GBS. Dia akan sendiri salah satu zat sendiri azan kaitan ekonomis dan ya. Jadi ekonomis dari mana ya? Kami akan lihat nanti dari mana. Kalau itu kan deklarasi seperti itu. Nah, deklarasi kan bisa diimplementasikan. Je suis donc bien de me libérer. Et maintenant, donc, on va écouter donc, les impressions des membres du jury. Et en même temps, donc, le jury va annoncer donc, le résultat final. Alors, on m'a chargé donc de donner une impression générale par rapport au débat. Et tout d'abord, nous félicitons les deux équipes, puisque ce n'est pas du tout facile de parler en public. Et puis, nous félicitons aussi pour leur courage. On a remarqué, on a constaté le courage des membres de chaque équipe. Néanmoins, il y a toujours des remarques quand même à faire. Les points forts d'abord de ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que chaque équipe pour ou contre s'est basée sur une théorie. Ils ont utilisé des exemples, des faits, ils ont cité des faits tout à l'heure, donc tout ça
c'est vraiment des outils qu'on utilise dans l'argument, parce que le fait d'argumenter ne veut pas dire manipuler les gens, mais il faut vraiment savoir partager vos opinions. Donc c'est sur la base des chiffres, des faits, comme vous avez fait tout à l'heure. Mais il faut faire attention quand même quand vous énoncez des chiffres, parce qu'ils étaient quand même erronés. Et surtout devant le DG de l'Instat, c'est pas, je pense que c'est vraiment grave de le faire, mais on avait pris ça comme une simulation, donc mais il faut faire surtout attention quand vous énoncez les chiffres. Donc voilà, je m'arrête, et puis il y a un collègue qui va entrer dans plus de détails. On va essayer de vous donner, je vais essayer de vous donner un petit feedback de comment on a vécu ce débat. Au début, donc, pour la présentation des arguments. Alors, d'abord, on peut dire que l'équipe contre a un travail un peu plus difficile, parce que c'est plus difficile d'être contre d'être contre. On est un peu dans une pensée mondialisée où tout le monde pense que les idées sont bonnes. Et donc, on a un peu, je pense que le contre a fait un très très bon travail au début. Et je dois dire qu'ils ont été très clairs, ils ont bien présenté leurs choses. Je peux déplorer un tout petit peu de commencer le débat en lisant. C'est peut-être un peu dommage, vous étiez préparés, vous pouviez connaître vos arguments des deux côtés, c'est un peu dommage d'être fixé sur la feuille. Et puis dans la deuxième partie, parce qu'il fallait un peu, après le début du débat, il fallait un peu faire une synthèse, le pour est remonté très fort, a bien articulé ses arguments. De manière générale, il y a eu un peu une volonté de répondre aux questions, un par un, du côté des pour, de reprendre chaque argument l'un après l'autre, alors que le contre se perdait avec des arguments peu détaillés ou peu suivis. Et puis après, il y a eu la conclusion finale. Alors maintenant, qui doit gagner entre pour et contre? Je vais laisser. Le directeur des statistiques va me donner le jury est unanime. Après délibération, le jury était unanime et a donc porté son choix au groupe contre. Ok. Merci beaucoup, M. Mondeli. Donc, je crois que votre travail n'est pas très facile. C'est difficile donc de bien organiser parce que merci beaucoup l'assistance. Au nom du groupe, je me présente en tant que capitaine du groupe. Nous adressons nos sincères remerciements aux membres du jury qui ont vraiment fait un choix qui n'était pas erroné du tout. Parce qu'on a travaillé, on a mis tous nos efforts là-dessus. On ne vous dit pas combien de nuits blanches on a passé. Mais certainement, c'était du travail. Donc merci de nous avoir accordé cet honneur, ce titre de meilleur débatteur économiste.
Nous remercions le chef de département économique. Nous remercions les corps enseignants au sein du département économique. Nous remercions les personnels administratifs au sein du département économique, les membres du jury, je ne dirais plus. Nous remercions nos coachs respectifs. Pour chaque équipe, on a eu des coachs qui nous accompagnaient de temps en temps, de nous guider par où il fallait aller. Et sans oublier, nous adressons nos vifs remerciements à notre parrain pédagogique, M. Yé, qui a mis également il était le premier initiateur du fait d'organiser ce débat économique. Donc, toutes nos félicitations à lui. Pour finir, nous remercions notre président de promotion, nous remercions toutes les commissions et pour vous, toute l'assistance. Merci beaucoup. Nous remercions Dieu parce que sans lui, tout ceci n'aurait pas été possible. Et nous remercions Monsieur Yé, notre encadreur pédagogique, qui a encadré notre promotion et qui a permis l'existence de ce débat. Et nous vous remercions aussi, public, de nous avoir écoutés, d'avoir bien voulu accepter nos animations. Et nous vous félicitons, vous membres du contre, parce que vous avez été de vrais débatteurs. Nous vous incitons alors, vous tous, à suivre l'exemple de tous les jeunes économistes responsables et intègres à contribuer au développement de notre pays. Donc maintenant on va procéder donc à la remise des prix. Donc je demande monsieur le département de venir ici pour mettre des prix au meilleur débatteur. Le professeur Amadal, est-ce que vous êtes ici pour mettre un petit
Donc je remets le certificat de mademoiselle Nelson Joanie. Maintenant j'appelle M. Zhao Hirado Luis, le capitaine. pour l'équipe des champions. Je crois que j'avais manqué à quelque chose. J'étais un peu surpris comme de cet appel de remise de certificats. Alors, qu'est-ce qui est marqué sur les certificats? Donc, il y a les en-têtes, bien entendu, de la faculté, de l'université et de la promotion D. Ensuite, c'est marqué certificat, nous, sous-signé le membre du jury de la grande finale, débat et contest, conférence. Bon, exemple ici, M. Zhao Hirado, le titre de champion, débatteur et économiste 2012. Où c'est marqué donc le titre de vice-champion débatteur économiste 2012. Donc nous appelons mademoiselle Angienza Fernandasana. Monsieur Andemiarana Diez. Monsieur André Marnard, Monsieur André Panarifou, Arzon, Donc, on arrive donc à la fin de la cérémonie. Donc, maintenant, j'invite le département de commencer le discours final. Plus de discours, mais on a toujours besoin de terminer ce qu'on a commencé. On ne peut que remercier l'artisan ou les artisans de cette innovation. Tournoi de débat au sein du département de l'économie pour célébrer donc la cérémonie des outils officiels des promotions chaque année. Sur ce, on va vous dire merci beaucoup
et au revoir pour la prochaine fois.